Merci beaucoup, chers collègues. Est-ce que tout le monde m'entend bien dans le fond? Oui, oui, très bien. Merci beaucoup, chers collègues, pour cette introduction très flatteuse qui rend pratiquement d'ailleurs mon exposé non nécessaire maintenant. Alors, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité, bien entendu. C'est un plaisir de renouer après quelque temps avec les conférences si interdisciplinaires de l'IUF. Et c'est aussi un plaisir de renouer avec les conférences en présentiel dont nous avions, hélas, perdu la saveur dans ces dernières années. Alors, je suis pas sûr que les organisateurs ont raison de m'inviter moi, mais ils ont eu certainement raison de mettre quand même, comme le disait excellemment le professeur Thomas à l'instant, la physique quantique au cœur d'un débat sur l'incertitude. On va effectivement voir que très fondamentalement, c'est une science de l'incertitude, ce qui pose même des questions sur ce qu'on peut exiger d'une théorie physique et des questions philosophiques, qui sont, je crois, loin d'être acquises. Alors, si on fête les 30 ans de l'IUF, et j'ai eu, comme vous venez de le voir, comme on vient de le voir, la chance d'y passer 15 ans de ma carrière, si on est prêt de fêter les 30 ans de l'IUF, on est aussi très près de fêter les 100 ans de la mécanique quantique, qui en 1925 résout une crise scientifique majeure, qui commence avec une petite remarque de Lord Kelvin au détour d'un discours qui dit « Sur le front, sur le ciel sans nuages, sur le ciel uniformément bleu, de la physique moderne triomphante, il reste quand même deux petits nuages. On comprend pas la couleur qu'émettent les corps quand on les chauffe. Pourquoi à 800 degrés le fer est rouge, pourquoi à 1000 il est blanc, on comprend pas bien le spectre. Et on comprend pas non plus pourquoi certains atomes émettent des couleurs bien précises, ou absorbent des couleurs bien précises. Et ces deux petits nuages, en fait, pointent sur deux difficultés qui vont emporter tout à fait la physique classique telle qu'on la connaissait à ce moment-là. Alors, je dirais quand même qu'une théorie physique ne cesse pas d'être vraie parce qu'elle est remplacée par une autre. Elle devient une théorie effective qui est bonne dans des limites raisonnables. Si je rate une marche en sortant de cet amphithéâtre, mon mouvement fatal sera probablement très bien compris par la dynamique newtonienne sans recours à la physique quantique. Donc, tout au moins, on comprend qu'il y a quelque chose au-delà de la physique classique. Et tout ça se résout avec un petit noyau de physiciens autour de Bohr, à Copenhague. Bon, Schrödinger était à Vienne, mais il connaissait bien Bohr, qui va résoudre ça très rapidement dans les années 25, mais ils résolvent ça au prix de choses assez drastiques. Un renouvellement complet de la physique, y compris en renonçant au déterminisme, qui fondait toute la physique juste là. Un monde microscopique qui est complètement contraire au beau sens, qui est rationnel, mais pas raisonnable. Pas du tout raisonnable au sens du bon sens paysan. Et enfin, une théorie, pour la première fois sans doute en physique, le lien entre les objets mathématiques de la théorie, des vecteurs d'un espace de Hilbert, des opérateurs unitaires, etc., et ce qu'on observe dans les expériences n'est pas intuitif. Ce qui implique que nos pères fondateurs ont eu pour comprendre le formalisme, pour établir le lien avec le monde réel, à formuler une interprétation, et pour cette interprétation, ils envisagent des expériences de pensée qui sont restées célèbres, l'interféromètre à photons uniques, une boîte où on pourrait peser des photons, j'y reviendrai, ou enfin le fameux chat de Schrödinger, qui est en une superposition des états morts et vivants, et qui a sans doute fait couler beaucoup plus d'encre que n'importe quel autre concept de physique. Alors, tout ça, il faut bien le voir, conduit à un succès théorique sans précédent. La physique quantique qu'on connaît maintenant, le modèle standard de la physique quantique, explique la physique à des échelles d'une diversité extraordinaire. L'échelle des particules élémentaires, et peut-être même des supercordes qui seraient au-delà des particules élémentaires et constituants fondamentaux de la matière, jusqu'aux atomes, aux molécules, et jusqu'aux plus grandes structures de l'univers, les fluctuations du rayonnement du corps noir, ce qui reste du Big Bang, d'une phase primitive de l'univers, pourraient bien être les fluctuations quantiques de l'univers primordial. Donc, quelques 45 ordres de grandeur sur la taille des objets considérés. La physique quantique est la physique à ce jour la plus précise. Oui, incertitude, oui, indétermination, oui, principe de Heisenberg, mais on sait calculer des quantités physiques avec 12 chiffres significatifs, on sait les mesurer, et les 12 chiffres sont d'accord. Puis enfin, c'est une physique unitaire qui réunit toutes les interactions de la physique, toutes non. Il y en a une qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, c'est la gravitation, c'est peut-être l'indice d'une nouvelle crise scientifique, certains pensent,
Et en tout cas, c'est un problème majeur de la physique actuelle. Puis il faut bien voir que la physique quantique, c'est pas simplement une curiosité pour les inventeurs tristes, tels que les nommait Hugo dans je ne sais plus quel poème, c'est aussi des applications. Et des applications essentielles. Sans physique quantique, on n'a pas la compréhension fine de la conduction des semi-conducteurs qui conduit aux ordinateurs. Sans physique quantique, on n'a pas de laser. Et donc on n'a pas de communication sur fibre optique. Et donc on n'a pas d'Internet. Sans physique quantique, on n'a pas de GPS, parce qu'on n'a pas d'horloge atomique. Sans physique quantique, on n'a pas d'IRM, d'imagerie par résonance magnétique. Et on perd 10 ou 15 ans d'espérance de vie. Ce qui, pour les gens de ma génération, est une notion importante. Merci. La physique quantique permet de construire des objets d'une précision fantastique. Mon collègue Yunier Aboulder vient de publier un papier sur une horloge tellement fantastiquement précise que si on en avait lancé 2 au moment du Big Bang, elle dériverait maintenant d'1 dixième de seconde. 1 dixième de seconde par âge de l'univers. Une précision quand même assez fantastique. On sait construire des gravimètres, vous pouvez en acheter un à la société Muquans à Bordeaux, des gravimètres à interféromètre atomique qui mesurent la gravité avec une précision sans précédent. Et on sait enfin construire ces énormes machines, les interféromètres à ondes de gravitation, capables de détecter ici la coalescence de 2 trous noirs qui orbitent l'un autour de l'autre de plus en plus vite. La physique quantique, c'est aussi la promesse de nouvelles applications. C'est ce à quoi on faisait allusion tout à l'heure. Traiter et transmettre l'information dans de nouvelles méthodes. La physique quantique, c'est la cryptographie quantique qui permet, on évoquait tout à l'heure les comploteurs du temps d'Henri IV, qui permet d'échanger des messages en étant inconditionnellement sûr, fondé sur les lois mêmes de la physique, que le message ne peut pas être intercepté. Et ça, c'est commercial. Vous pouvez l'acheter chez Idée Quantique à Genève. La physique quantique, c'est aussi la promesse sans doute à long terme, peut-être tellement à long terme que ça n'arrivera pas, d'ordinateurs qui seraient infiniment plus efficaces que les machines classiques. Un des prototypes les plus avancés, c'est le procédeur Sycamore de Google. Bon, il a 57 bits, c'est pas beaucoup, mais pour certains calculs qui ne servent strictement à rien, ça va beaucoup plus vite que les machines classiques. Donc, c'est un point sur lequel j'aime bien insister, la physique quantique a eu un impact sociétal considérable en développant des technologies qui représentent actuellement une fraction importante de la richesse des sociétés développées. Mais cet impact a été à très long terme. Entre ça, la fondation de la physique quantique, et le début de cet impact, il s'est écoulé entre 50 ans et un siècle. Et ça, je pense que c'est une chose importante. La physique fondamentale peut avoir des impacts économiques considérables, mais ce sont des impacts à long terme, et j'aimerais que les agences de financement en soient plus conscientes qu'elles ne le sont. Alors, est-ce qu'on peut plonger dans la physique quantique? Rassurez-vous, je ne vais pas vous donner un cours complet de physique quantique, il faudra à peu près un semestre, mais je voudrais vous faire comprendre en quoi elle est étrange. Et donc la physique quantique, comme toutes les physiques, considère un système, et on va prendre le plus simple de ces systèmes, c'est le prontosame de la première année de physique, c'est la particule ponctuelle. C'est une particule qui n'a qu'une propriété, c'est qu'elle est quelque part. Et pour simplifier, je vais dire qu'elle est quelque part le long d'un axe, d'une règle, et que donc on peut complètement décrire son état en disant en face de quelle division de la règle elle se trouve. Son état est donc défini par une longueur que j'ai appelée x. Alors la physique quantique décrit très bien la particule qui est localisée ici en x, disons à 2 mètres du mur, 2,50 m, et puis la particule qui est localisée là en y, à 5 ou 6 mètres du mur. Il n'y a aucun problème avec ça. Donc ça, on va l'appeler, c'est des très jolies notations, typographiquement c'est très joli, qui sont dues à Dirac dès les années 25-26, et qu'on utilise toujours maintenant. Mais maintenant, la physique quantique est une théorie linéaire. Ça veut dire que si l'état X est possible, si l'état Y est possible, l'état X plus Y est lui aussi possible. Alors qu'est-ce que c'est que cette jolie notation X plus Y? C'est pas du tout une particule qui serait localisée à 2 mètres
plus 5 mètres, c'est-à-dire à 7 mètres sur l'axe. C'est pas du tout ça. C'est une particule qui est localisée à la fois, en même temps, pour paraphraser un homme politique contemporain, en même temps, en deux endroits. Une particule qui est à la fois en deux endroits. C'est très bizarre. Et c'est là où, visiblement, le sens commun commence, le bon sens paysan, commence à s'effacer. C'est là où, très clairement, pour paraphraser Oscar Wilde, tout devient merveilleux dans la brume de la superposition quantique. Encore plus bizarre, moi j'ai dit bizarre, encore plus bizarre, dans cet état X plus Y, imaginons qu'on mesure la position de la particule. Que disent les postulats de la mesure de la physique quantique? La physique quantique, elle tient en 4 règles qui tiennent en 4 phrases. Bon, après, il y a des maths, mais c'est relativement simple. Que dit le postulat? Si tu mesures la position de la particule dans cet état, alors tu ne peux trouver que 2 résultats. Ou tu vas trouver X, ou tu vas trouver Y. Et rien d'autre. Une fois sur 2, tu trouveras X. Une fois sur 2, tu trouveras Y. Les 2 résultats apparaissent avec des probabilités égales. Mais rien ni personne ne peut prédire dans une réalisation unique de l'expérience ce qu'on va trouver. Et ça, je trouve que c'est philosophiquement très fort et très audacieux, parce que ça renonce à tout ce qui avait fondé la physique jusque-là. Dans la physique d'Aristote à Maxwell, si on connaît les causes, calculer les effets n'est qu'une question de calcul. Et si on connaît les causes, on pourra prédire les effets. Ici, on connaît la cause, l'état, et tout au plus peut-on prédire la probabilité des effets. C'est quelque chose d'assez fort, philosophiquement, je pense. Évidemment, un positiviste comme Einstein se désolait de cette science qui joue au dé. D'où son article fameux avec Podolsky et Rosen en 1935, pour essayer de montrer qu'il y a quelque chose au-delà de la physique quantique. En l'occurrence, il avait tort. Encore plus étrange. Et qu'est-ce qui se passe après la mesure? Ça, c'est ce qu'on appelle le postulat de projection. Ben, on était dans l'état X plus Y, à la fois X et Y, on mesure la particule, on la trouve en X. Où est-elle après? Ben, en X. On peut appeler ça le postulat de projection, on peut le dissimuler sous du beau formalisme mathématique, mais c'est un simple postulat qui exige la reproductibilité. Si je refais une autre mesure immédiatement, je vais trouver le même résultat. Bon, évidemment, si je la mesure en Y, je la trouve en Y. Alors, ça paraît sans grande importance, mais ça dit autre chose, qui est complètement radicalement opposé à la physique classique. En physique classique, on peut mesurer l'état d'un système avec une précision arbitraire sans du tout changer l'état de ce système. En physique classique, le radar de gendarmerie ne changera pas votre vitesse. Il déterminera en revanche que vous commettez une infraction. En physique quantique, non. La mesure change l'état. Et change l'état d'une manière radicale, irréversible et inévitable. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez nouveau. Alors j'ai décrit là une situation très simple où la particule est ou en X ou en Y, avec des poids égaux. Elle avait autant de chances d'être en X qu'en Y. On peut généraliser ça. On peut généraliser ça à X1 avec un poids psi de X1, X2 avec un poids psi de X2, etc. Tous ces poids seraient différents et se trouvent techniquement être des nombres complexes. Les nombres complexes, c'est juste... Bon, les nombres réels sont un cas particulier de nombres complexes. Tous les nombres sont complexes. On peut même imaginer une particule qui est partout à la fois, qui est en tout point de l'espace à la fois, en même temps, et où la probabilité de la trouver en chaque point est donnée par cette fonction, psi de x, définie en chaque point de l'espace, techniquement par son modulo carré, avec de bornes, mais ça c'est pas bien grave, et où donc il y a une fonction dans tout point de l'espace qui décrit en gros où on a beaucoup de chances de la trouver, où on a très peu de chances de la trouver, dans une mesure de position. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction. Et bien entendu, si on a une fonction d'onde qui s'étend dans tout l'espace
et qu'on mesure la particule en un point, juste après la mesure, elle est bien à ce point-là, la fonction d'onde est concentrée à ce point-là, c'est pour ça qu'on appelle souvent le postulat de projection, un postulat de réduction du paquet d'onde. Le paquet d'onde collapse instantanément à travers tout l'univers de manière non causale relativiste, c'est assez marrant, en un seul point de l'espace. Alors je vous dis qu'une particule est une onde. Alors est-ce que onde est particule? Qu'est-ce que ça veut dire, être une onde et une particule? Et la plus belle interprétation, la plus belle illustration de ça, c'est le phénomène des interférences quantiques. Alors qu'est-ce que c'est qu'une interférence? C'est un phénomène qui se produit dès qu'on a onde. Les acousticiens le savent bien, les électromagnéticiens le savent bien, vous le constatez quand vous constatez que votre téléphone portable marche bien en un point d'une pièce et beaucoup moins bien dans un autre point de la pièce. Parce qu'il y a des interférences, des réflexions multiples de l'onde sur les murs. Vous en voyez ici deux exemples. Si j'éclaire un écran par deux fentes éclairées par une seule source, la lumière peut passer soit en haut, soit en bas. Et la manifestation de ça, c'est que sur l'écran, j'ai une alternance de bandes sombres et de bandes brillantes qui disent que la lumière se trouve plutôt à certains endroits de l'écran. Ça, c'est une manip de TP d'Agreg typique. Vous avez une surface d'eau, vous avez une sorte de fourchette vibrante qui excite deux ondes sphériques. Et vous voyez très bien que, en certains endroits, les deux ondes s'annulent, l'eau ne bouge pas, et qu'en d'autres endroits, les deux ondes s'ajoutent. Les interférences sont universelles dès qu'on a phénomène onde. Alors, est-ce qu'on a phénomène onde pour des particules? Je voudrais évoquer une très jolie expérience qui est due à Tonomura, qui était le pape de la microscopie électronique, qui est mort très prématurément, mais une très jolie expérience de 89, où il envoie des électrons. Un électron, c'est un petit grain de matière, enfin ça a une masse, ça a une charge, ça fait ping quand ça tombe sur une surface, donc c'est vraiment une petite boule de billard. Il les envoie d'une source à un détecteur, mais en se débrouillant pour qu'ils puissent passer ou d'un côté ou de l'autre d'un fil électriquement chargé. Et il enregistre, Tonomura. Et je vais vous présenter une vidéo qui dérive d'une vidéo qu'il a lui-même faite. On va voir les électrons arriver sur l'écran. Et un électron qui arrive sur l'écran, si ça marchait, ce serait vachement bien. Évidemment, ça marchait tout à l'heure. Un électron qui arrive sur un écran donne une petite tache. Donc ça, c'est très rassurant. On envoie des électrons, c'est des boules de billard. Quand on leur demande où ils sont, ils se localisent en un point donné de l'écran. Exactement ce qu'on aurait si on envoyait des boules de billard dans un appareil suffisamment compliqué pour qu'il y ait beaucoup de trajectoires. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Non, parce que quand on en détecte beaucoup des électrons, on commence à voir qu'il y a des bandes où ils aiment bien arriver et des bandes où ils n'aiment pas du tout arriver. On commence à voir que ces boules de billard, elles sont aussi une onde. Parce qu'elles manifestent très clairement un phénomène d'interférence. Et quand on voit ça, on se dit que oui, est-ce que les électrons sont des ondes ou est-ce qu'ils sont des particules? D'un côté, je les vois comme des particules, ils arrivent à un endroit bien donné, et d'autre l'autre, je les vois comme des ondes, ils passent des deux côtés du fil en même temps. Cette expérience-là, elle a été reproduite avec un tas de choses. Et mon collègue Marcus Arndt à Vienne s'est fait une spécialité de faire interférer des molécules d'une taille improbable. Vous voyez ici un signal d'interférence du bêta-carotène. C'est le machin qui est rouge dans les carottes. C'est bon pour la vision nocturne. Je ne sais plus pour quelle raison biologique. Tous ces objets qui sont gigantesques interfèrent, ils sont des ondes, quand on leur pose la bonne question. Et dans le même temps, quand on leur dit « Où es-tu ?», ils répondent d'une localisation précise. Donc ils se comportent aussi comme des particules. L'enseignement de tout ça, et l'enseignement de la dualité onde-corpuscule, c'est que les objets quantiques ne sont ni des ondes ni des corpuscules. Ils sont l'un ou l'autre selon la question qu'on leur pose. Si on leur dit « Où es-tu ?», ils répondent « Là » et se comportent comme une particule. Si on leur dit « Par où es-tu passé ?», des deux côtés du fil. Ils se comportent comme une onde. Et donc c'est simplement le fait que les concepts ondes et particules sont des concepts classiques, limites, qui sont chacun individuellement inaptes à rendre compte de la réalité quantique. Et il y a une raison, je pense, philosophiquement profonde derrière ça. Je ne devrais pas intervenir. En béotien de la philosophie, je ne devrais pas utiliser le terme philosophiquement, mais enfin, il y a sûrement une question d'adaptation darwinienne là-dedans. Nous vivons dans un monde classique, qui n'est pas un monde d'interférence.
Si on lance une boule de billard, elle n'interfère pas. Pourquoi? C'est un problème compliqué et pas encore parfaitement résolu. Je ne rentrerai pas là-dedans. Mais nous vivons dans un monde classique et notre langage est taillé à l'aune de ce monde classique. Et donc notre langage est incapable de saisir la réalité quantique simplement. Il faut se méfier beaucoup des termes du langage commun quand on en vient à la physique quantique. Alors maintenant, je ne peux pas faire cet exposé, bien entendu, sans vous parler du principe d'incertitude. Je pense que vous l'attendez tous, parlons-en. Donc je vais prendre toujours ma particule ponctuelle sur un axe. Elle est décrite, comme je vous le disais tout à l'heure, par une fonction d'onde qui représente en gros où elle est sur l'axe. Je vais prendre le cas simple où cette fonction d'onde a la forme d'une cloche, une gaussienne. Les physiciens adorent les cloches. Non pas les vraies, mais les fonctions en forme de cloche. Donc ça veut dire qu'elle est située en gros autour d'une position moyenne, ici 0, et puis que si je fais une mesure, je vais la trouver quelque part à l'intérieur de cette cloche. Donc la largeur de la cloche, la dispersion, je vais appeler ça la dispersion des positions. Ça correspond à la dispersion statistique sur un grand nombre de mesures. Mais cette particule que je décris ici en termes de sa position, je peux aussi la décrire en termes de sa vitesse, de son impulsion. L'impulsion, c'est juste le produit de la masse par la vitesse. Enfin, quand on veut savoir si on se fait mal, il faut savoir si on va vite et si on est lourd. Quand on heurte un mur, c'est les deux paramètres qui comptent, et l'impulsion les résume. Et ce qu'on montre, c'est que on peut décrire de manière équivalente la particule par sa fonction d'onde psi de x, ou par une fonction d'onde phi de p, qui donne la répartition de sa vitesse, de son impulsion. Qui donne la probabilité, en gros, que la vitesse de la particule ou son impulsion soit une valeur quelque part sur l'axe. Et cette fonction phi de p, bon, ben, c'est le cas particulier ici, elle a aussi une largeur qui décrit la dispersion des mesures de la vitesse. Donc si je fais une mesure de position, je trouve quelque part à l'intérieur de delta x. Si je fais une mesure d'impulsion, je trouve quelque part à l'intérieur de delta p. En gros, j'illumine avec un microscope, je regarde avec un radar. Que dit Heisenberg? Pour tout état quantique, le produit de ces deux dispersions est plus grand qu'une valeur fondamentale, qui est la constante de Planck divisée par 4. Alors cette constante de Planck, elle est toute petite. Elle est 10-34 dans les unités standards. Le joule, la seconde sont les unités à notre échelle de travail. Là, je vais faire en gros à travers un joule. Et donc, cet effet est bien entendu très petit pour les particules ordinaires, mais grand pour les particules quantiques. Dans un état quantique donné, vitesse et position ne peuvent pas être déterminées toutes les deux avec une précision infinie. Ça aussi, c'est très non classique. En mécanique classique, il n'y a aucune limite à la précision sur la vitesse et sur l'impulsion. Alors attention, un certain nombre de choses qu'il faut comprendre. D'abord, c'est pas un principe. C'est un pur théorème de mathématiques qui, en fait, découle de manière triviale des propriétés d'une transformation mathématique, la transformation de Fourier, qui était connue bien avant la physique quantique. C'est donc pas du tout un principe, c'est une relation, c'est un théorème. Deuxièmement, évidemment, c'est négligeable à l'échelle macroscopique. Et tertio, attention, le principe d'incertitude n'empêche pas de faire des mesures d'une précision arbitraire, n'empêche pas l'horloge de mon camarade Lumier d'être à précision de 10-19, n'empêche pas les interféromètres des ondes de gravitation de déterminer dans une certaine mesure la position de leur miroir à 10-23 mètres près. Simplement, si on fait une très bonne mesure de position, ben on aura une mauvaise précision sur la vitesse. Alors, la plus belle illustration qui est, je crois, de la relation d'incertitude de Heisenberg, on la voit réellement fonctionner, c'est une manip qui est due, une expérience qui est due à Wolfgang Ketterle, prix Nobel avec Cornell et Wyman pour l'observation des condensats de Bose-Einstein en 2005. Donc, ça c'est l'image d'un condensat de Bose-Einstein. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Disons que c'est un ensemble d'un gaz qui est fait d'atomes froids si fantastiquement froids qu'ils sont tous exactement dans un même état quantique. Et un état quantique tellement
fondamentale, tellement simple, qu'il obéit au principe d'incertitude de Heisenberg. Donc ces atomes sont contenus dans une sorte de piège fait de lumière qui a la forme d'un cigare allongé. La dispersion sur l'axe X est très petite devant la dispersion sur l'axe Y. Et que fait Ketterle? Il enlève le piège. Tout d'un coup, hop, on laisse les atomes libres de partir dans l'espace à 3 dimensions. Ils partent, selon leur dispersion, de vitesse d'impulsion. Et au bout d'un temps long, la position des atomes n'est pas déterminée par la position initiale, parce qu'ils ont fait beaucoup de trajets. Elle est déterminée entièrement par leur vitesse. C'est un peu comme prendre un peloton de cyclistes, vous les lâchez à l'instant initial, à un temps long ils s'écartent, et finalement leur position est plus déterminée par leur vitesse que par la toute petite longueur du peloton initial. Exactement la même physique. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'à un temps long, ce cigare élongé est devenu une crêpe. Et pourquoi est-ce que le cigare se transforme en crêpe? C'est parce que les atomes étaient très localisés sur X, et donc ont une grande dispersion de vitesse sur X, très peu localisés sur Y, et donc ont une toute petite dispersion de vitesse sur Y. Cette inversion de forme, c'est directement le principe de Heisenberg à l'œuvre. On le voit. Des images macroscopiques. Ces machins-là font quelques microns d'expansion. Alors, le principe de Heisenberg m'oblige, non, m'oblige à rien d'ailleurs, mais enfin m'induit à parler de ce qu'on appelle très joliment les fluctuations du vide. Alors, qu'est-ce que c'est que les fluctuations du vide? On va considérer un autre pontosame de la physique, c'est ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. C'est une masse suspendue à un ressort, merci Wikimedia, c'est aussi un pendule, simple, pendule de la vieille horloge comtoise. Un machin qui oscille. Comment est-ce qu'en physique classique on représente ce mouvement? À un instant donné, là, il y a deux quantités qui définissent complètement le mouvement, la position et la vitesse. La position et l'impulsion. Et à quoi correspond le mouvement? On trace ce qu'on appelle un espace des phases, c'est-à-dire un plan à 2 dimensions où une coordonnée est la position, l'autre l'impulsion. Et le mouvement, c'est juste un cercle autour de l'origine. Pourquoi ça? Quand l'élongation est maximum, la vitesse est nulle, et quand l'élongation est nulle, la vitesse est maximum. Il suffit de regarder, je suis désolé, les deux images sont pas en synchronie, mais on comprend le mouvement. Et donc le mouvement d'un oscillateur harmonique est défini complètement par classique, il est défini par deux quantités, une amplitude qui est le rayon du cercle, plus le cercle est grand, plus le mouvement a d'expansion, plus il a d'énergie, et puis une phase qui est simplement où est la particule sur le cercle à, je sais pas, disons 7h48. Pi. Quid en physique classique? D'abord, quel est le repos en physique? Quid en physique quantique? D'abord, quel est le repos en physique classique? L'état de repos, il est trivial. Position nulle, vitesse nulle. Rien ne bouge. Et ça, l'état fondamental, l'état de plus basse énergie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en physique quantique? Position nulle, vitesse nulle, j'ai pas le droit. Parce que si la position et la vitesse sont nulles, je bats le principe d'incertitude de Heisenberg. Et comme c'est un théorème, j'ai pas le droit de battre les théorèmes. C'est l'exemple de vérité scientifique. Donc ça veut dire que les deux ne peuvent pas être nuls. Et que la particule, au lieu d'être pile poil au centre ici, x égale 0, p égale 0, elle est quelque part à l'intérieur d'un petit disque qui est imposé par le principe d'incertitude. Elle doit tout le temps être en train de bouger, d'avoir des petites fluctuations de position et de vitesse de manière à ne pas violer les inégalités. Il n'y a plus de repos en physique quantique. Il y a ce qu'on appelle ces fluctuations du vide. Et de même qu'il n'y a plus de repos, pour le mouvement tout simple circulaire autour de l'origine, il y a un flou quantique. Parce que je n'ai pas le droit de parfaitement localiser en un point dans l'espace des phases la particule. Ça s'applique aux oscillateurs mécaniques, et on commence maintenant dans les labos à réaliser des oscillateurs mécaniques macroscopiques, des petits leviers vibrants, où on voit ces effets-là. C'est assez remarquable. C'est vrai aussi du rayonnement. Parce que, là je saute, si vous me le permettez, un semestre d'optique quantique, parce que le rayonnement c'est un oscillateur harmonique. C'est une collection compliquée d'oscillateurs harmoniques.
Et ces oscillateurs harmoniques n'ont pas de repos. En électromagnétisme classique, le noir, c'est le noir. Il n'y a pas de champ électrique, il n'y a pas de champ magnétique, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'énergie. En physique quantique, le noir n'est pas noir. À cause du principe d'incertitude de Heisenberg. Le noir contient des petits champs électriques et des petits champs magnétiques fluctuants, contient de la lumière fluctuante, fluctuation du vide, et on a réalisé très tôt en physique quantique, à partir des années 30 et 40, que ces fluctuations avaient des manifestations. Ce sont elles qui rendent instables les niveaux atomiques excités. Schrödinger dit il y a des niveaux d'énergie dans les atomes et ils ont tous une durée de vie infinie. Si vous mettez les fluctuations quantiques, très heureusement, les niveaux excités retombent tous dans le niveau fondamental. C'est grâce à ça qu'on s'éclaire. C'est une fluctuation plus subtile de déplacement des niveaux, de déplacement de l'angle. Et on fait une très jolie manifestation conceptuelle. C'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Si vous mettez deux miroirs face à face dans le vide, vrai, il n'y a rien, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Il y a deux miroirs face à face, ils s'attirent. Pourquoi ils s'attirent? Parce qu'il y a plus de fluctuations du vide dehors que dedans. Un effet extrêmement fondamental qui a été mesuré plusieurs fois et qui ressort de ces fluctuations du vide. Ça veut dire aussi que dans l'état de mouvement, l'état d'un champ laser, par exemple, celui qui sort de ce pointeur, en physique classique, l'amplitude et la phase du rayonnement sont parfaitement définis. En physique quantique, il y a un flou sur cette amplitude et cette phase. Un champ laser n'a pas une phase parfaitement définie. Un champ laser n'a pas une énergie parfaitement définie. Mais un champ laser est fait de photons, de grains d'énergie. Un grain d'énergie qui contient une énergie proportionnelle à la fréquence du rayonnement, donnée par sa couleur, en termes simples. Ça veut dire que, dans un champ laser, le nombre de photons n'est pas un objet certain. Et pour faire une connexion peut-être un tout petit peu capillotractée avec les expériences qu'on a faites avec Serge Haroche et Michel Brune, je voudrais vous montrer comment on révèle ces fluctuations, ces incertitudes quantiques sur un champ laser. Et en fait, ce qu'on a réussi à faire, c'est en quelque sorte à réaliser une des expériences de pensée des pères fondateurs. Il y a eu une sorte de cercle vertueux dans la physique quantique, où les pères fondateurs ont imaginé des expériences de pensée, ont fondé avec ça la théorie quantique, qui nous a donné des outils, des lasers, des supraconducteurs, des semi-conducteurs, etc. Et avec ces outils, on peut réaliser des expériences qui sont très proches des expériences de pensée des pères fondateurs. On peut regarder si les vraies conséquences expérimentales sont celles qu'ils imaginaient par la simple force de leur intellect. Et ce qui est remarquable, c'est que oui, ce qu'on observe est exactement ce qu'ils avaient prévu. Ça doit renforcer, je pense, notre admiration pour leur intelligence et leur analyse de la chose. Alors, l'expérience à laquelle on pense, c'est la vieille expérience que suggéraient Einstein et Bohr dans un débat. Vous savez qu'ils débattaient beaucoup, ils s'engueulaient beaucoup. Et dans un des débats un peu compliqués sur les relations d'incertitude, Einstein imagine de faire une boîte réfléchie, parfaitement réfléchissante à l'intérieur, et cette boîte contient un grain de lumière, un photon, et comme le grain de lumière a une énergie, il a une masse, relativité restreinte, et comme il a une masse, il est pesable, et donc en priori, en pesant la boîte, on peut savoir s'il y a un photon dedans, et s'il y en a plusieurs, on peut savoir comment. C'est évidemment un fantasme. La masse du photon est toute petite, parce que c'est le carré de la vitesse de la lumière est très grand. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est une expérience, si je voulais le mettre en termes d'expérience de pensée, c'est un poil différent, c'est aussi une boîte à photons, parfaitement réfléchissante, mais au lieu de la peser, on met dedans une horloge. Une horloge parfaitement transparente, mais une horloge dont le rythme du tic-tac dépend du nombre de photons. Disons qu'elle retarde 1 minute par heure s'il y a un photon, 2 minutes par heure s'il y a 2 photons, 3 minutes par heure s'il y a 3 photons. Donc le principe de la manip, c'est je mets l'horloge dans la boîte, j'attends 1 heure à une montre certifiée et chronomètre suisse, je ressors l'horloge et je regarde la différence avec ma montre. Ça me donne le nombre de photons. Comme l'horloge est parfaitement transparente, les photons sont toujours dans la boîte. Qui est évidemment très différent de la manière dont on les voit d'habitude. Vous voyez tous des photons, si vous me voyez, vous voyez en fait le champ de photons que j'émets, que je diffuse, et bien entendu, vous les détruisez en les voyant. Une des raisons pour laquelle cette ampli doit être inclinée.
par voir à travers son voisin. Alors évidemment, nos horloges et nos boîtes sont un peu subtiles. La boîte, ben, c'est deux miroirs supraconducteurs qui se font face et qui sont capables de rebondir, faire rebondir plus d'1 milliard de fois un photon entre eux. C'est des photons à 50 GHz, c'est les meilleurs miroirs au monde et de loin. Évidemment, ils n'ont aucune autre application que cette expérience. Et puis les horloges, c'est des atomes de Rydberg circulaires. Si vous le permettez, je vais éviter les détails. Disons que ça fonctionne. Bon, ça a mis, comme on le verra, un certain temps à fonctionner. Alors voilà le signal, par exemple, qu'on a enregistré c'était l'automne 2006. C'était malheureusement pas là au milieu de cette nuit où ils ont enregistré ça. 2 secondes et demie de la manip, où on a réglé la manip pour que les atomes sortent dans un état bleu s'il n'y a pas de photons, dans un état rouge s'il y a un photon. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit pas de photons pendant longtemps, pendant 1 seconde. Puis tout d'un coup, on change de régime. Et là, tous les atomes nous disent, alors il y a un peu de bruit, oui, il y a un petit peu d'imperfection, même dans cette manip-là. Mais tout d'un coup, les atomes nous disent, il y a un photon dans cette boîte. Et on a des centaines d'atomes qui tous disent, il y a un photon dans cette boîte. Donc, forcément, l'ont vu sans le perdre, sans le toucher. Et puis, à un moment, le photon disparaît. Alors, qu'est-ce que c'est que ce photon? Ben, c'est ce qui reste du rayonnement des corps chauffés, quand le corps chauffé est à 0,8 degrés absolu, à moins 272 degrés Kelvin, degrés centigrades, ben, il reste encore un peu de photons qui se promènent de temps en temps. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est la naissance, la vie et la mort d'un unique photon, qu'on a appelé Mathusalem, parce que celui-là, il a vécu 1 seconde et demie, et il avait vécu 1 demi-seconde. Que c'est dans l'univers des photons relativement long. Et bon, bah, c'est joli, c'est des sauts quantiques. On a tendance à croire à la physique quantique quand on voit ça. Alors ça, c'est des photons qui apparaissent spontanément. On peut aussi mettre dans la boîte un champ laser, un champ l'équivalent d'un champ laser dans le domaine micro-ondes, mesurer le nombre de photons. Et qu'est-ce qu'on trouve? Bah, d'abord que le nombre de photons est entier. Alors c'est pas câblé dans la manip. Donc c'est joli de trouver qu'il est entier. Puis ensuite, on trouve qu'il a des fluctuations, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver. On n'a que des probabilités de trouver 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y aurait 8 ici, mais on ne savait pas le mesurer. Et ces probabilités sont en parfait accord avec ce que prédit la physique. Donc oui, le nombre de photons est incertain, et sa précision est limitée précisément par le principe d'incertitude de Heisenberg sur l'état qu'on mesure. Alors on perd l'information de phase, parce que le principe d'incertitude de Heisenberg, si on connaît le nombre de photons, on connaît la phase. On peut même se livrer à des jeux amusants, où on voit ici en fonction du temps le nombre de photons dans la boîte, on le suit en temps réel, c'est 0,7 secondes, hein, c'est des temps macroscopiques, on part de 7, et puis clac, on en perd un, et puis on perd le suivant, là on en perd 2, 3 très vite, et puis le dernier photon, mais il reste longtemps, puis on perd. On suit comme ça la fuite des photons un par un, qui s'échappent de la boîte, parce que, bah oui, la boîte n'est pas parfaite. Elle contient les photons pendant en moyenne 1/10 de seconde, ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas parfait. Alors ceci me permet de basculer à la deuxième partie de l'exposé, qui, rassurez-vous, est beaucoup plus autobiographique, mais sera beaucoup, beaucoup moins longue, j'espère, pour vous dire que tout ça, ça a pris du temps. L'idée de cette manip, on l'a eue aux environs d'octobre 89. Je me souviens, c'était le retour des vacances de la Toussaint. Bon, peut-être début novembre. Et à l'époque, j'avais fait une simulation numérique, vous constaterez ici simplement le progrès en 30 ans des moyens de représentation numérique, où on voyait le nombre de photons qui décroissaient en fonction du temps dans une cavité. Ce signal-là, on l'a enregistré en 2007. Il s'est donc écoulé 17 ans de travail entre le moment où on a démarré cette manip, au début de l'année 90, et le moment où on a observé le signal pour lequel on avait conçu l'expérience. La recherche s'inscrit parfois dans un temps long. On a eu quelques résultats intermédiaires, pas mal de théories, mais ça a pris du temps. Et ça a pris du temps pourquoi? Parce qu'il a fallu faire progresser nos boîtes à photons, lentement, ça c'est notre version de la loi de Moore, le temps pendant lequel on tient un photon en moyenne, en fonction de l'année. On est passé de 2 microsecondes, dans les années 94, à 130 millisecondes, dans les années 2000, on a gagné quelques ordres de grandeur, 5 ordres de grandeur, sur cette durée de vie, au prix de pas mal de travail. Et évidemment, quand on se lance dans une expérience comme ça, il y a une prise de risque gigantesque. Parce que l'expérience au départ requérait des conditions, contrôler les atomes de Rydberg circulaires, faire une boîte à photons assez bonne, et puis un contrôle informatique
qu'on ne pouvait même pas envisager. Au début de l'expérience, les ordinateurs étaient trop lents. Donc, des risques considérables, on n'est pas du tout sûr que tout ça pouvait déboucher. Et l'issue de tout ça était forcément incertaine. Je dirais qu'on a eu beaucoup de chance parce que ça a fini par marcher, et par marcher au point où on l'avait prévu dans la version la plus optimiste de l'expérience au début, mais ça aurait très bien pu échouer. Donc je pense qu'il ne peut pas y avoir, et ça, revenons sur le risque, il ne peut pas y avoir de recherche expérimentale innovante s'il n'y a pas une prise de risque. D'autant plus grande que le bénéfice est plus gros. Si on a réussi, c'est parce qu'on a eu des conditions favorables. Quelles étaient ces conditions? D'abord, il a fallu qu'on ait beaucoup d'étudiants qui travaillent beaucoup. Parce que les chefs ne travaillent plus, c'est bien connu. On a eu beaucoup d'étudiants de post-doc qui sont venus et qui ont travaillé de manière acharnée pendant ces 17 ans. Ça, il faut bien entendu les remercier. De manière plus contingente, on a eu la confiance de nos pairs et des institutions. En ce sens que pendant ces 17 ans, on ne nous a pas trop demandé de compte sur le fait qu'on n'arrivait pas et qu'on mettait du temps. Il y a eu quelques remarques ironiques de comité de visite, mais ça n'est pas allé au-delà. Les évaluations prennent en compte le fait que la recherche peut prendre un temps long, qu'elle peut être risquée, et les procédures d'évaluation scientifique et comptable étaient, j'insiste un peu sur l'imparfait, étaient légères. On racontait ce qu'on faisait, on racontait les difficultés, et on nous disait c'est bien continuer. Je pense que ça n'aurait pas duré éternellement. On a eu un soutien à long terme des institutions. Les trois piliers de l'équipe, Haroche, Brune et moi-même, avions des postes permanents. Notre destin personnel, le fait qu'on était capable de nourrir nos enfants à la fin du mois, ne dépendait pas directement du résultat de l'expérience. Oui, je n'aurais probablement pas été à l'UF si on n'avait pas réussi. Oui, j'aurais sûrement pas fini prof de classe X si on n'avait pas réussi. Mais au moins, j'arrivais à faire manger mes enfants. Et on avait aussi un financement récurrent, des bourses de thèse récurrentes, indépendamment du succès de nos expériences. Ça nous a permis de construire tout ça. Puis on a eu du temps pour la recherche, et là, je veux dire évidemment un merci plus que chaleureux à l'IUF pour m'avoir libéré pendant 15 ans des 2/3 de mon service d'enseignement. On a eu beaucoup de chance de bénéficier de ces conditions, et je voudrais finir simplement sur une question. Pourrait-elle encore être réunie aujourd'hui? Je laisse au débat, ou je vous laisse, la responsabilité d'y répondre. Alors évidemment, tout ça est un travail d'équipe, et je voudrais évidemment dire qu'on a fait tout ça. Ça fait 45 ans que je travaille avec Serge. Oui, les amitiés peuvent durer longtemps, même en physique. Et avec mes 35 ans avec Michel Brune. Donc, on a fait pas mal de choses ensemble, d'où ce beau décor. Mais il y a des tas de gens, et là j'ai listé tous les gens qui ont passé au moins 1 an dans le groupe. Sur ces années, depuis 1973, la fondation du groupe par Serge, je l'ai rejoint en 1976, Michel dans les années 80, et ensuite beaucoup de gens, dont certains sont restés dans le groupe en violet, et dont certains ont eu des carrières scientifiques extrêmement brillantes, et je pense qu'il faut que je remercie évidemment tous ces gens-là très chaleureusement. Merci pour votre attention.